Et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même YouTube. Vous pouvez bien sûr laisser une note sur toutes les différentes plateformes d'écoute, ce serait vraiment super, et aussi de laisser un petit commentaire, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube, c'est toujours sympa, bien évidemment. Je suis toujours Ciné-Touga et aujourd'hui je serai accompagné d'un invité très spécial, considéré comme la voix la plus suave de l'Insta Ciné-FR, mais aussi, et ça c'est très important, l'imitateur, ou plutôt même le sosie officiel de Kian Kojamboli. Et donc j'invite aujourd'hui dans À travers le projecteur, Ausculte. Comment il va? Eh ben écoute, ça va beaucoup mieux maintenant que tu m'as présenté de cette façon. Les gens pourront bien se rendre compte à l'audio que je suis le sosie officiel de Kian Kojandi, ça fait plaisir. Oui, voilà. Alors comment il va, Kian, d'ailleurs, aujourd'hui? Ah bah je crois avec la réception de la série, il va on ne peut mieux. Je pense que là, il est ravi vraiment. C'est vrai que Bref 2, ça marche plutôt bien. Je pense que là, j'ai l'impression. Hein. Voilà, ça va. Il n'y a pas trop de problème. Non, ça va. Et est-ce que tu te présenterais pas un petit peu pour ceux et celles qui te connaîtraient pas? Et ben du coup, je m'appelle Oscar dans la vraie vie, je gère la page Ausculte, que j'ai créé début 2022, notamment pour partager mes avis sur des films que j'allais voir au cinéma. Du coup, mon compte s'articule surtout à travers les sorties récentes, actuelles. Chaque semaine, je reviens un peu sur les films qui ont fait l'actualité au cinéma ou même sur les plateformes, donc à travers des petites critiques, des bilans, et j'essaie de me diversifier un petit peu plus à faire de collaborations, donc notamment dans des podcasts. Vous m'avez peut-être déjà entendu en compagnie Ciné-Touga. Ou alors, c'est vrai, alors un petit podcast qui s'appelle les cartons du cinéma. À l'heure actuelle où cet épisode sortira, on sera au 3e épisode avec notre cher Ausculte dans les cartons du cinéma. Donc ça fait quand même beaucoup, quand même pas mal d'épisodes où je co-anime avec Love My Cinema, que tu as pu avoir aussi dans la dernière vidéo qui est sortie à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo des 16h 2025 dans la chaîne YouTube de Vincent Milleville, en effet. Ouais. En compagnie aussi avec le cinéma Thibaut. C'est un petit bonjour, bien sûr, super compte aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est quand même un bel invité que j'avais envie d'avoir aussi dans ce podcast. Et donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité. Mais c'est un plaisir. En tout cas, moi maintenant, les auditeurs veulent savoir quel est ton film préféré. Alors, c'est jamais simple de trouver un film préféré, parce que j'en ai plusieurs comme beaucoup, mais je me suis arrêté sur un film qui m'a beaucoup marqué et je pense qu'il n'est pas finalement beaucoup cité malgré son aura et de film de culte. Donc du coup j'ai choisi Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, donc l'original, sorti en 1974, pour on va en reparler je pense, mais pour tout ce qu'il a déclenché en moi, c'est un film assez important. Et bah voilà, tout à fait, il a fait mon job, voilà. Massacre à la tronçonneuse, donc réalisé par Tobe Hooper, sorti en 1974, et nous raconte l'histoire de 5 amis qui traversent la région du Texas à bord d'un minibus. Ils croisent en chemin la route d'un autostoppeur et décident donc de le prendre à bord. Voilà, jusqu'ici tout va bien. Mais lorsque les jeunes vont s'apercevoir qu'en fait cet individu qu'ils ont pris, comportement un petit peu inquiétant et un peu bizarre et menaçant, donc ils finissent bien évidemment de s'en débarrasser. Mais bientôt à court d'essence, bien sûr, le groupe décide d'aller visiter une vieille maison abandonnée appartenant aux grands-parents de 2 d'entre eux. Et chacun leur tour, les 5 amis vont être attirés par la maison voisine et je n'en dirai pas plus. Voilà, j'ai quand même résumé, je pense, les 10 premières minutes du film, c'est quand même pas mal. Il est très court de base, c'est une bonne partie déjà. Voilà, vous avez le contexte de ce qu'est Massacre à la tronçonneuse. Alors, on sait un petit peu, Ausculte, il sait ce que j'en pense du film, mais ça, on va y revenir un petit peu après, parce que ça risque d'être assez intéressant à ce niveau-là. Mais moi, la première question que j'ai envie de poser, ce serait une question un tout petit peu un peu différente de ceux que je pose d'habitude. J'aimerais savoir d'abord comment tu as découvert ce film en premier lieu. Comment tu as découvert Massacre à la tronçonneuse? La première fois que tu l'as vu, c'était comment et c'était où? J'avoue, en fait, le premier visionnage de ce film, il est un peu flou dans ma tête. J'arrive pas trop à savoir à quelle époque vraiment je l'ai vu. Je sais que c'est un peu le genre de film, en fait, tout le monde en a un peu entendu parler à travers son titre. Massacre à la tronçonneuse, c'est quand même un titre assez connu, mais finalement, très peu de gens savent vraiment ce qu'il en est de ce film-là. Et en fait, moi, mon père il a toujours d'ailleurs une belle collection de DVD qui sont maintenant transformés en Blu-ray. Et parmi ces DVD-là, il y avait beaucoup de films d'horreur, forcément qui m'étaient un peu inaccessibles quand j'étais petit. Et quand je suis rentré au collège, le mercredi après-midi, je n'avais pas cours. Et c'était la première fois que je me retrouvais seul à la maison, mes parents forcément travaillaient. Et donc, j'ai eu la bonne idée de commencer à regarder un peu les films de mon père, de ces DVD-là qui, pour moi, n'étaient que des affiches. Et dans l'eau, il y avait Massacre à la tronçonneuse, et forcément, quand t'es un jeune adolescent,
et que t'aimes un peu le cinéma et que t'aimes un peu te faire peur, tu te dis, bon, c'est peut-être le genre de film que t'as envie de voir quand tes parents sont pas là, histoire de te faire un peu flipper. Et en fait, je crois que le film m'a fait tellement un choc par rapport à ce que j'en attendais vu le titre et l'affiche, que tout le premier visionnage est assez flou. Je me souviens seulement d'images, de séquences, de sons même, qui m'ont beaucoup marqué. Et du coup, je l'ai revu après, vers 14-15 ans, où j'ai vraiment commencé à devenir un peu cinéphile, on va dire, à commencer ma cinéphilie. Donc à regarder un peu plus les films attentivement, à regarder les bonus, à regarder un peu tout ce qui se faisait autour du film, le making-of, les anecdotes. Et en fait, voilà, quand j'ai revu Massacre à la tronçonneuse, moi qui suis un grand fan de cinéma d'horreur, bah, ça a été une grosse claque en me disant, bah, en fait, tout ce que j'aime vient quasiment de ce film-là, et de ce film seul presque. Et c'est là vraiment, pour moi, le premier vrai visionnage de Massacre à la tronçonneuse, c'est à mes 14 ans, où j'ai pris vraiment... Enfin, j'ai commencé à prendre conscience de ce qu'était ce film-là. Et t'as gardé un peu des brides d'émotion de cette toute première fois, mais si t'as pas beaucoup de souvenirs. Est-ce que t'as ressenti de la peur, de l'excitation quand t'avais vu cette première fois le film ? Il y avait de l'excitation au début, tu vois, au moment où tu lances le film, tu te dis, tu sais pas ce que ça va être, est-ce que vraiment je vais aller jusqu'au bout, est-ce que je vais me cacher les yeux. Quand t'as 11-12 ans et que tu commences les films d'horreur, t'es facilement impressionnable. Mais je me souviens l'avoir vu jusqu'au bout, et en fait, ouais, c'est surtout, je sais pas si on va spoiler dès maintenant, mais c'est vraiment la séquence finale, les derniers plans, qui m'ont vraiment marqué, et je pense qu'ils sont restés un peu... dans ma tête au fur et à mesure de ma vie d'adolescence, et c'est au moment où je l'ai revu que je me suis dit, ah bah oui, c'était ça, je l'avais vu, mais sans le voir. Oui, voilà, c'est cette dernière partie du film qui t'a complètement marqué. Mais Ouais. qu'est-ce qui t'a marqué justement lors de ce premier vrai visionnage, on va dire, à tes 14-15 ans? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand t'avais vu ce film de Massacre à la tronçonneuse? Le plus impactant pour moi, en fait, c'est quand tu vois le titre Massacre à la tronçonneuse. Si tu sais pas du tout l'histoire et même le film en lui-même, tu pars du principe que c'est un film qui va être hyper violent, hyper gore. Enfin, c'est un mec qui va découper des gens à la tronçonneuse. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué justement quand je l'ai vraiment revu, c'était de me dire, bah en fait, bon, la tronçonneuse est présente, mais tu vois jamais découper vraiment des corps. Le film, il y a du sang, mais il est pas gore, il n'y a pas de gros plans un peu sur des intestins ou de la tripaille un petit peu, tu vois, ça reste très suggéré à travers le montage, et c'est vraiment ça qui m'a sidéré en fait, en revoyant le film pour vraiment la première fois, j'étais vraiment très mal à l'aise, sans que ce que je vois soit si violent que ça, en tout cas dans un premier constat. Et c'est après où je me suis vraiment intéressé à comment le film était fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, tout le génie du film, c'est justement le fait de pas trop montrer, mais d'arriver quand même, par d'autres procédés, à créer un sentiment de malaise hyper intense que j'ai très rarement ressenti devant un film. C'est cette sensation-là de malaise quand tu as vu, et de mal-être quand tu vois ce film, qui est justement tout le génie un peu du film pour toi? Ouais, c'est ça. Je pense pas que ce soit un film qui fasse foncièrement peur. Je dirais même qu'il y a certains aspects qui peuvent même, je sais pas si à l'époque c'était vraiment perçu comme ça, mais presque un peu comique, dans le sens où peut-être que le film a pris un peu des rides sur ce côté-là, mais disons que le film peut faire un peu cheap dans certains aspects, notamment parce que c'est un film des années 70, c'est un très petit budget, ça a été fait dans l'urgence, mais ouais, il y a quand même tout un aspect malsain qui m'a beaucoup marqué, et donc notamment cette dernière partie que je trouve assez hallucinante, avec on va dire un repas familial qu'on ne pourra pas oublier de sitôt. Et c'est vraiment cette dernière séquence. En fait, les 20 dernières minutes, moi, me mettent dans un état. Même encore là, je l'ai revu du coup il y a pas longtemps pour le podcast, et ça marche toujours sur moi. Ces 20 dernières minutes, c'est vrai qu'elles sont assez exceptionnelles à ce niveau-là. Ce que j'avais envie de poser comme question, on sait que Massacre à la tronçonneuse, c'est un petit peu le premier film considéré comme un slasher, sorti en 74. Est-ce que tu avais déjà vu des slashers avant Massacre à la tronçonneuse ? Ou est-ce que tu as commencé justement avec le point zéro, l'origine un petit peu des slashers avec Massacre à la tronçonneuse? Les slashers, non, j'avais commencé avant. C'est un peu triste de dire ça, mais je crois que l'un des premiers slashers, on va dire, que j'ai vu, c'est Scary Movie, le premier, qui est une parodie déjà d'un slasher. Et ce qui fait que quand j'ai revu Scream après, j'avais du mal à le prendre vraiment au sérieux, alors que Scream est déjà presque une parodie de slasher. Mais du coup, ouais, j'ai commencé avec les Scream de Wes Craven, et je suis revenu tranquillement en arrière petit à petit, donc notamment avec tout ce qui est Halloween et les 10 000 suites qui en découlent, les Vendredi 13, les Freddy, les Chucky. Tout ça, vraiment, c'est une période de l'adolescence de ma vie où j'ai vraiment poncé tous ces films-là. Et c'est bien après, du coup, que j'ai vu Massacre à la tronçonneuse, et que c'est là que j'ai compris d'où venaient tous les films que j'ai aimés juste là. Et en fait, je me suis dit, lui, il a tout inventé, et en plus, il a fait quelque chose que les autres n'ont jamais refait, c'est vraiment ce sentiment de mal à l'aise intense que j'avais moins ressenti avec les autres films. Du coup. Ce que tu préfères, en fait, plus dans le cinéma d'horreur, c'est pas le côté gore, sanglant, pardon,
mais plus cet aspect psychologique qu'on peut amener à l'horreur qui nous prend vraiment aux tripes sans le montrer de façon explicite. Je préfère beaucoup plus cet aspect psychologique, plus interne, qui justement te rend bien plus malade en quelque sorte, on va dire. Je sais pas si je dirais que je le préfère. En fait, ça dépend vraiment de ce que j'attends d'un film. Tu vois, si je vais voir un Scream, bah, je m'attends à un espèce de train fantôme, un peu sanglant, un peu gore, mais pas quelque chose qui va m'impacter personnellement au plus profond de mon être. Euh, mais par exemple, un film comme Massacre à la tronçonneuse, il y a d'autres films d'horreur comme ça qui jouent plus sur l'aspect psychologique. Ça va mieux marcher sur moi dans mon imaginaire et surtout ça va mieux me marquer. Donc c'est des films qui me font ressentir des choses que d'autres films d'horreur plus fun, on va dire, me font pas ressentir. Et c'est vrai que les slashers, mis à part Massacre à la tronçonneuse, je trouve sont plus dans un esprit un peu fun, un peu de donner au public un espèce de divertissement popcorn. C'est un peu comme des blockbusters finalement. Tu y vas pour te marrer, pour te faire un petit côté frisson. C'est des films à voir entre potes et généralement ça vole pas très haut pour la plupart. En fait, c'est justement ces films-là, slasher type gore, voilà, tu les vois plus comme du divertissement, alors que les slashers type Massacre à la tronçonneuse, tu vois vraiment un peu plus comme ce que le cinéma peut apporter en quelque sorte, avec justement cette ambiance qui peut être mise, avec justement une mise en scène qui est plus approfondie, on va dire, et qui crée justement une ambiance plus unique en quelque sorte. La mise en scène aussi peut y jouer là-dessus, a un impact aussi sur cet aspect-là. Bah oui, totalement. Bah, je pense que tu donnes ce scénario-là de Massacre à la tronçonneuse à une autre personne que Tobe Hooper, ça en fait un film lambda qui aurait pas eu cet aura culte. C'est d'ailleurs pour ça que les suites sont pas franchement très 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 bonnes, alors que ça reprend un peu le même concept. Il y a Tobe Hooper, je sais pas ce qui... Enfin, si je me suis renseigné un peu sur les coulisses du film, on va dire, mais il y a un état de grâce dans ce film qui en fait son point culminant de sa carrière. D'ailleurs, peut-être qu'on en reparlera vite fait, mais le reste de la carrière de Tobe Hooper n'atteindra jamais la renommée de Massacre à la tronçonneuse. Il y a un enchaînement de miracles, on va dire, autour de ce film qui en font un film totalement à part. Enfin, les films d'horreur, il y en a beaucoup qui me marquent, mais des slashers comme Massacre à la tronçonneuse, pour moi, j'en vois pas d'autres en fait. Il est un peu unique en son genre. De ce film-là a découlé beaucoup de choses, en bien comme en mal, mais le film en lui-même, pour moi, reste assez unique. Justement, c'était ma prochaine question, c'était justement Tobe Hooper. Qu'est-ce que tu en penses de son style, déjà, dans Massacre à la tronçonneuse, et ensuite de ses autres films? Qu'est-ce que tu en as pensé aussi de ces autres films? Est-ce que tu les as aimés? J'imagine moins, bien sûr, que Massacre à la tronçonneuse, mais est-ce que tu trouves le même aspect qu'a Massacre à la tronçonneuse dans ses autres films qu'il a pu réaliser? Bah c'est un peu compliqué, j'avoue, j'ai pas tout vu de Tobe Hooper. En fait, par rapport à Massacre à la tronçonneuse dans sa mise en scène, c'est tout cet aspect suggéré que je trouve assez impressionnant. En fait, je trouve que le film, même s'il a pris peut-être certaines rides sur, on va dire, sa narration, qui est quand même très légère, enfin quand tu le regardes un peu en surface, mais c'est surtout tout l'aspect technique que je trouve très impressionnant. En fait, il y a donc le film se déroule au Texas et se déroule sous une chaleur assez écrasante. Et en fait, rien que dans la mise en scène, dans l'image, dans la photo, enfin le film transpire déjà. En fait, tu suffoques un petit peu, mais dès le début, tu sens la chaleur dans le van. Enfin, le film te fait ressentir des choses presque externes au film en lui-même. C'est difficile à décrire en fait. Massacre à la tronçonneuse, pour moi, c'est un film assez unique. Et en fait, le style Tobe Hooper, notamment par exemple par rapport aux anciens films d'horreur, parce qu'il y en a beaucoup qui trouvent que Psychose est le premier slasher officiel, on va dire. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a une séquence que Tobe Hooper reprend un petit peu de Psychose. Et c'est en fait l'une des premières fois où un film d'horreur est filmé quasiment comme un documentaire, et où les méchants, on va dire, en tout cas le Boogeyman, est présenté comme un humain tangible, un humain réaliste, on va dire. D'ailleurs, c'est là pour moi tout le génie aussi du film, c'est son introduction qui, sans le dire, arrive à te faire croire que c'est basé sur des faits réels, alors que c'est pas le cas. Mais par la voix de la radio, par comment le film est filmé, donc quasi documentaire, t'as vraiment l'impression qu'il a créé un espèce de petit monde qui existe, qui est tangible, et qui renforce le côté horrible de ce qui se passe dans le film, quoi. Et ça, c'est vraiment le style Tobe Hooper, qu'il a pas vraiment refait derrière, mais je pense qu'il a pas forcément voulu. Il l'avait dit, je crois, quand il a fait le film, que c'était un film de commande à la base, hein. Enfin, que c'était vraiment un film fait pour faire de l'argent, et que c'était pas forcément une œuvre hyper personnel pour lui, et à la base ça devait être plus un film comique, ce que les gens n'ont pas trop perçu à l'époque, et ce qui commence à l'être un petit peu, mais je sais pas si c'est malgré lui ou si c'est vraiment dans le film en lui-même, et c'est pour ça qu'il a fait après un film comme Massacre dans le train fantôme, ou la suite de Massacre à la tronçonneuse, qui sont pour le coup des pures comédies noires. Donc c'est aussi peut-être pour ça que ça a moins bien marché, les gens s'attendaient peut-être à des films un peu plus extrêmes comme Massacre à la tronçonneuse, plutôt que de basculer dans le côté presque auto-parodique de ces films.
c'est clair ce que tu dis. Il y a un point qui est assez intéressant, c'est Tobe Hooper le considère plus comme un film de commande. On sait l'impact qu'il y a eu derrière. Déjà, c'est mission réussie en termes de film de commande, puisque on rappelle que le budget de Massacre à la tronçonneuse est risible, il est de $80 000 de ce que je vois, pour au final faire un box-office quand même de plus de 30 millions, ce qui est quand même assez hallucinant. Pour le coup, c'est un carton monstre, une plus-value monstre là-dessus. Qu'est-ce qui fait justement que Massacre à la tronçonneuse a pu tellement bien marcher sur les gens, en fait, de manière générale, en 74 ? Qu'est-ce qui a fait que Massacre à la tronçonneuse ait marché à l'époque et est devenu ce film culte ? Il y a plusieurs facteurs. Je pense que déjà le film est bon, ce qui est déjà une bonne raison de son succès. Je dirais aussi que c'est une époque, enfin les années 70, surtout aux États-Unis, parce que faut le rappeler, Massacre à la tronçonneuse donc a été un carton aux États-Unis, mais dans le reste du monde, il a beaucoup été censuré, voire interdit, et est sorti longtemps après, que ce soit en France ou d'autres pays comme l'Angleterre ou des pays européens. Donc le succès principal de Massacre à la tronçonneuse et sa renommée, c'était surtout dans un premier temps aux États-Unis. Et il est sorti à une période où les États-Unis étaient en pleine guerre du Vietnam, il y avait l'affaire du Watergate avec Nixon. Donc c'était une période très trouble où peut-être que du coup les Américains avaient envie de voir un cinéma différent, un cinéma plus extrême, un cinéma plus radical qui met un peu les États-Unis face à ces contradictions. C'est peut-être aussi ça son succès. Je pense aussi que toutes les interdictions, tout le côté je sais pas trop comment a été marketé le film à la base, mais cet aspect un peu film qu'il faut pas voir parce que c'est trop extrême, trop violent, et que les gens s'évanouissent quand ils le regardent, ça a sûrement participé au bouche à oreille et au box-office du film, un peu, je pense, comme ce qui a été fait avec L'Exorciste, où les gens étaient en transe quand ils le voyaient, donc forcément ça te rend curieux d'aller le voir aussi. Et tout l'aura culte après, quand il est arrivé finalement en Europe, pareil, j'imagine un Français qui dit ce film-là il a été interdit pendant 25-30 ans dans mon pays, quand il sort, je vais aller le voir, donc que ce soit en VHS ou au cinéma quand il est enfin sorti, ça a renforcé tout l'aura autour du film, ça aussi c'est évident. Oui, bien sûr. C'est vrai que cet aspect d'interdit ajoute bien sûr un cachet supplémentaire au film. Moi, de mon côté, alors moi je l'ai regardé le film aussi, je l'ai regardé pour les biens du podcast. Ma note, moi sur Letterboxd, et Oscult l'a bien vu, il le sait, moi j'avais mis 3 étoiles sur 5, ce qui correspond à peu près à un film sympathique, pas plus. Parce que, je vais vous donner les raisons d'ailleurs de pourquoi ce film est sympa, mais sans plus, je trouve. Comme tu l'as si bien dit, quand on pense à Massacre à la tronçonneuse, slasher, c'est un peu le film original du slasher, on va dire, tel qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un peu... bon, ça, il est indéniable, c'est un film culte qui a marqué le cinéma, qui marque le cinéma de l'horreur. Ça, il n'y a aucun problème, je vois extrêmement bien. Ça, il y a tellement de choses qui ont été prises dans Massacre à la tronçonneuse, qui ont été refaites dans les autres films d'horreur. Sachez déjà une chose, que je n'aime pas l'horreur. Le genre de l'horreur n'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Moi, je suis plus... Ça aide pas trop, en effet. Pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que la structure narrative d'un film d'horreur ne me plaît pas trop à chaque fois. Il y a toujours quelque chose qui me rebute un peu derrière. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a beaucoup d'exceptions, des films d'horreur que j'aime beaucoup, The Thing en fait partie, la trilogie Evil Dead que je surkiffe, ou des films plus psychologiques, comme d'horreur psychologique, plus comme Shining par exemple, qui justement, l'horreur psychologique est quelque chose que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Ce qui fait que à la base, Massacre à la tronçonneuse, on le dépeint plus comme un slasher. Comme tu le dis si bien, c'est plus un film psychologique en réalité, parce que je vais y venir sur le côté slasher, mais je trouve que c'est d'un nanar. C'est d'un nanar, le slasher dans ce film. C'est ça qui fait baisser la note complètement. Quand tu penses à un slasher, je me dis, mais comment ça peut être aussi drôle ? En fait, il n'y a aucune tension que je trouve qui est mise justement dans l'aspect justement, voilà, où là, je suis obligé de spoiler, bien évidemment. Donc, désolé à vous, mais alerte spoiler. Mais quand les différents ados vont dans cette maison inconnue pour, au final, se faire choper par le même mec avec un par un, à chaque fois, à la file indienne. Genre, c'est le même cycle qui se répète à chaque fois. Moi, ça m'a rendu fou. Je me suis dit, mais attends, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucun changement. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. Un qui se fait un qui se fait choper, l'autre arrive, se fait choper, les autres se posent des questions, vont se faire choper aussi de la même manière, jusqu'à la dernière personne, bien sûr, qui est Sally. Et bon, là aussi, il faut que je parle, parce que bon, pour moi, Massacre, c'est pas Massacre à la tronçonneuse pour moi, mais c'est Massacre à la tronçonneuse. Pour moi, c'est... Pour ceux qui ont vu le film, vous savez très bien de quoi je parle. Je sais pas combien de temps la meuf crie dans le film. Et ça m'a rendu fou, mais vraiment fou,
à un moment, je me suis dit, mais stop, parce que je trouve que la direction d'acting n'était pas ouf. Je trouve même que l'acting n'est pas incroyable, en tout cas pour les ados, parce que je trouve que les méchants sont vraiment bons, parce qu'il y a quand même du très bon dans le film. C'est, comme tu l'as dit, les 20 dernières minutes et les 10 premières minutes. Donc la scène de la caravane et les 20 dernières minutes quand, et là je suis obligé de faire encore un alerte spoiler, où Sally se fait choper par le gars de la pompe à essence qu'ils ont croisé au début du film, donc déjà plot twist, et qui se fait ramener dans la maison, et là on instaure une ambiance très glauque, très poisseuse, qui là justement marche extrêmement bien, dû notamment, et ça c'est mon plus grand point fort du film, c'est la photographie, pardon. C'est la photographie du film est magnifique, je trouve. Donc de Daniel Pearl, il a fait c'est une photo que je trouve magnifique. Déjà dans l'environnement qui est instauré dans la maison à la fin, c'est très poisseux, très transpirant que tu dis. C'est vrai qu'on sent vraiment que c'est l'été, que c'est fait chaud, que ça dégouline un peu partout. C'est vraiment bien. Après, quand Sally part et on a justement ce début de lever de soleil, bien sûr, qui est magnifique. Déjà, quand le ciel est couvert, et je le trouve aussi magnifique quand elle court dans l'allée de la maison. Et qu'ensuite, on a le vrai lever de soleil. Pouah, magnifique. Vraiment, en termes de photos, c'est super. Les 20 dernières minutes sont haletants. Mais il y a un gros problème où il y a 1 heure de vide, quoi, derrière. Je trouve qu'après, derrière, il y a 1 heure de vide qui fait que... il y avait quelque chose de très très fort qu'on aurait pu faire avec Massacre à la tronçonneuse. Oui, c'est un film culte. Oui, il a révolutionné le cinéma d'horreur, slasher, tout ce que vous voulez. Mais je n'arrive pas... Est-ce que j'ai loupé quelque chose, en fait ? Je me pose la question, est-ce que j'ai loupé quelque chose dans Massacre à la tronçonneuse qui fait que les gens trouvent ce film comme un chef-d'œuvre, en fait ? Qu'est-ce que j'ai peut-être loupé dans mon visionnage, mon cher Ausculte ? J'aimerais bien savoir, pour toi, qu'est-ce qui fait justement que Massacre à la tronçonneuse est au-dessus de pas mal d'autres films d'horreur, voire même pour toi au-dessus de tous ? Qu'est-ce qui fait justement sa grandeur, en fait ? C'est ça je n'arrive pas à comprendre, sa grandeur globale, à part du fait, bien sûr, qu'il a révolutionné, enfin, qu'il a marqué de son empreinte le slasher. Mais à part ça, qu'est-ce qui fait que dans ce film-là, il a une grandeur pour l'élever au rang de film culte et de film qui est extrêmement apprécié ? Déjà, je respecte évidemment ton avis. Tous les avis sont valables, évidemment. Donc, je sais pas si c'est vraiment quelque chose que tu as loupé ou pas, tu vois. C'est typiquement, est-ce que si tu le reverrais à un autre moment, peut-être plus propice à te faire un peu peur, peut-être que ça marcherait mieux, je sais pas. Moi, en fait, ce que je dirais, en fait, ce film-là arrive à créer une ambiance mortuaire, je sais même pas quel objectif irait mieux à ce film-là, qui pour moi me happe dès le début et en fait reste tout le long. Parce que donc le film commence par plusieurs plans. Il y a un générique avec des éruptions solaires, ça on pourra peut-être en reparler, mais sinon il commence par un plan d'un cadavre au-dessus d'un cimetière. Et en fait, pour moi, c'est vraiment le premier plan qui instaure tout le reste du film et qui fait que pour moi, même l'heure que tu trouves un peu ridicule, pour moi, reste quand même dans le même ton que ce que Tobe Hooper essaie d'entreprendre dès le début. Donc en gros, c'est vraiment que voilà, les États-Unis sont nés dans le sang. Et ce sang-là, il faut bien un moment qui reparaisse et qu'on va dire que les Américains payent un petit peu ce qu'ils ont semé. Donc c'est vraiment tout cet aspect-là qui est dès le début du film. Donc tu as ce plan que je trouve assez magnifique d'un cadavre jonché sur une stèle d'un cimetière. Tout de suite après, tu as un cadavre en train de pourrir d'un animal retourné sur la route. En fait, dès le début, il y a la mort qui est partout. Première apparition du van, je crois qu'il est en train d'arriver dans ce fameux cimetière-là. Donc, dès le début, tu comprends tout de suite que les personnages sont condamnés. Donc, est-ce que c'est vraiment un spoiler de dire d'ailleurs que les personnages vont décéder un par un, on va dire, avec peut-être une ou un survivant. Mais en fait, au moment où le film arrive dans la maison, et que pour toi, tu trouves un peu nanar, je te rejoins sur le jeu d'acteur. Je pense que, j'ai pas trop vu la carrière des autres acteurs, mais je crois qu'à part celle qui joue Sally, c'est pas des acteurs qui ont eu une grosse carrière, il me semble. Peut-être que c'était même leur premier film. Faut savoir que sur le tournage, Tobe Hooper a été assez
comment dire, un peu à la Francis Ford Coppola, qu'il instaurait une tension constante sur le film qui était tourné dans une chaleur étouffante. Apparemment, les conditions étaient assez horribles. Ils étaient pas assez nombreux, pas assez de moyens pour ce qu'ils voulaient faire. Entre chaque prise, Tobe Hooper, il hurlait constamment sur ses comédiens pour les garder dans une tension constante. La fameuse scène du dîner, notamment, ils l'ont tournée, je crois, sur une vingtaine d'heures d'affilée pour vraiment pousser à bout tous les comédiens. Ça se sent un petit peu sur Sally notamment, et qui est d'ailleurs peut-être l'une des premières Scream Queens avec celle de Psychose. Donc tout l'aspect A que tu dénonces un petit peu, pour moi ça participe vraiment à ce que j'aime dans ce film-là. En fait, c'est vraiment tous ces codes-là qui vont être après éculés, qui sont dans ce film original. Et peut-être que comme t'as moins cette sensibilité des films d'horreur que moi, peut-être que c'est aussi un aspect qui marche du coup moins sur toi, où je comprends les problèmes que tu cites, que le film fait... Enfin voilà, c'est un film à petit budget, donc sur certains aspects il fait un peu cheap, les acteurs sont pas toujours excellents, mais malgré tout, il y a quelque chose qui marche, et malgré tout, sachant tout ce qu'il a découlé derrière, j'ai une profonde sympathie pour ce film-là jusqu'au bout, même si, voilà, il y a certaines séquences qui résistent un peu moins à l'appel du temps, malheureusement. Voilà, c'est comme tous les films, bien sûr. Voilà, bien sûr. Et celui-là, bah forcément, tu vois, c'est pas non plus... il a pas eu les moyens de l'Exorciste ou de Shining, et même le réalisateur Tobe Hooper n'avait pas l'expérience de Kubrick et de Friedkin pour vraiment faire un film tenu jusqu'au bout. Et c'est tout cet aspect un peu bricolé aussi qui, moi, me rend le film d'autant plus sympathique, car je sais qu'il a pas eu le moyen, forcément, de faire un film hyper léché sur tout le reste. Parce qu'il faut le dire quand même, les dernières minutes par contre sont vraiment très impressionnantes. Ah ça c'est du très grand cinéma. Les 20 dernières minutes, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vraiment du très grand cinéma. Mais c'est malheureusement ça qui m'a énervé un peu sur le fait qu'on n'a pas cette tension-là qui aurait pu être grandissante dans tout le long du film, malheureusement. On l'a ça au tout début, quand t'as la personne qui est prise en autostop, où il y a un certain niveau de malaise, qu'on perd pendant plus d'une heure du film. Et voilà, cette situation de slasher qui, moi j'ai eu du mal à ce niveau-là. C'était assez prévisible, notamment. Tu voyais comment ça allait arriver. Ouais. Tu fais, c'est dommage, quoi, parce que vraiment le début et la fin, c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment excellent. Et c'est tout le milieu du film qui, pour moi, plombe un peu le film, malheureusement. Mais le début et la fin, c'est vraiment du très grand cinéma d'horreur et qui permet justement à pas mal d'autres films de s'en inspirer. Pour moi, un peu sauve le film, en quelque sorte. Même bon, sauver, c'est quand même un gros mot, parce que quand même, bon, c'est quand même un sympathique film. Je dis pas que c'est un mauvais film, hein, loin de là. J'ai pris du plaisir, mais voilà. Le problème, c'est que il est trop inconsistant. Il y a vraiment ces 15 premières minutes et ces 20 dernières minutes qui sont vraiment excellentes. Le reste, malheureusement, ne sont pas à la hauteur. Pour moi, j'ai un exemple parfait, tu vois, d'un autre film qui est à petit budget, mais que je trouve vraiment excellent du début à la fin, et qui a eu aussi un succès. C'est Evil Dead 1 de Sam Raimi, qui pour moi, vraiment, ce Evil Dead 1, il y a une ingéniosité dans la mise en scène, c'est assez léché, et pendant tout le film, par contre, t'as cette tension, justement, que je n'arrive pas à retrouver dans Massacre à la tronçonneuse, et cette tension-là qui marche, justement, dans Evil Dead, parce que cette tension-là marche du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de temps de pause qui est instauré, on a toujours cette bride de peur, d'horreur, même si, bien sûr, les effets sont kitsch, hein, comme dans Massacre à la tronçonneuse, mais je trouve que, voilà, dans Evil Dead 1, ça marche extrêmement bien du fait, justement, que, voilà, Sam Raimi a su instaurer ce qu'il voulait, son univers à lui, et avec une tension folle, et aussi avec des meilleurs acteurs, Bruce Campbell notamment. C'est vrai que ça aide un peu plus, mais voilà, pour moi c'est un peu des films que je compare très facilement, parce que voilà, ils ont à peu près la même chose. Voilà, c'est vraiment des films qui sont faits vraiment de briques et de broc, avec beaucoup d'astuces derrière, d'idées de mise en scène qui sont vraiment folles. Moi j'aime beaucoup d'ailleurs l'idée de contre-plongée, qu'on suit justement l'une des filles au début qui arrive justement vers la maison de notre homme à la tronçonneuse. Je trouve qu'il y a des belles idées de plans, mais malheureusement c'est trop éparcé, et aussi comment dire, aussi un petit peu, ça réduit l'impact justement avec cet effet, comme je l'ai dit, un petit peu d'usine à la chaîne, un petit peu, j'appelle ça. Tout le monde passe à la même sauce au même moment. On perd un peu de cette imprévisibilité, de ce côté un peu horreur. Moi, je trouve qu'il y a un peu un côté comique justement là-dessus, derrière. Mais il faut que je retrouve, voilà, cette imprévisibilité-là, enfin, surtout cette tension-là, vraiment à la toute fin du film. C'est dommage, parce que si tout le milieu du film était progressivement, à mon humble avis, dans cette même tension-là, il y a une tension qui monte crescendo, je pense que le film aurait eu le même traitement qu'il y avait
avec Evil Dead de mon côté. Parce que vraiment, ça, c'est vraiment un très bon film. Parce qu'il y a vraiment des belles idées derrière. Et ça, faut pas lui enlever, en tout cas. Et ça me fait aussi amener, justement, faire une petite transition sur ma scène préférée du film, même si on a déjà pas mal parlé. Pour moi, c'est la scène du dîner, à la fin. Oui. Avec Sally qui est complètement attachée à la chaise avec des cordes et elle subit complètement ce qui lui arrive en face, des mecs complètement barjots, le mec à la pompe, le mec à la tronçonneuse et enfin le dernier personnage qu'on n'a pas encore parlé, Leatherface, le grand-père, qui pour le coup là pour le coup le grand-père, là il m'a donné les chocottes. Lui quand il est arrivé, là tout de suite on joue trop vivant quoi. Ouais, tu te dis voilà, il lui donne le marteau, il lui dit bon allez, vas-y, fais ton truc. Mais je me dis, bon, il est mort, le papy, là. Il est mort, le papy, là. Il a pas l'air bien. Mais non, non, il met des coups. Non, il met un petit coup. Hein. Ah, il met des bons petits coups. Hein. Putain, il est là. Hein. Il est toujours en vie. Hein, je m'attendais pas à ça. J'étais choqué. Et plus la scène progresse, et je me dis, mais en fait... Et là, pour le coup, les cris rendent cet aspect encore plus anxiogène. Et là, j'ai bien aimé. Parce que bon, toutes les scènes d'avant où elle coud, où elle crie, on aurait dit Ben Hill, un petit peu, vraiment. Mais là, dans cette partie-là du film où elle crie, là, ça a son but, ça marche vraiment, pour le coup. Et on a cette tension qui monte, on a tout ce qu'on a déjà dit, hein, voilà, on va se répéter un peu, mais la photo qui est vraiment assez noire, transpirante, dégoulinante de putréfaction, vraiment, c'est vraiment pas bien, de moisseur, vraiment, c'est très moiteux comme ambiance. On se dit, en fait, moi au début, quand j'avais vu le film, je me suis dit, mais en fait, cette scène ne va jamais s'arrêter. Elle va jamais s'arrêter, ça va être une scène sans fin, où en fait, on attend, on se dit que ça va se finir là, mais en fait, ça reprend, et ça finit pas, ce qui fait la force aussi de cette scène, quoi. On se dit, mais en fait, faites-nous arrêter ce calvaire. On arrive à un point où on a envie que ce calvaire cesse avec elle, tu vois. On a envie de se dire, mais arrêtez le massacre, là, j'en peux plus. Là, genre à un moment, j'étais en mode, mais vas-y, mais achevez-moi, quoi. Qu'on en finisse, quoi. Qu'on en finisse avec le film, vraiment. Mais d'une bonne manière, parce que on est complètement happé par cette fin-là, et quand elle s'échappe, voilà. Bon, faut quand même qu'on parle un petit peu de cette... moi, j'appelle ça la course-poursuite à la fin, quand même. Il y a quand même 2-3 moments cons, quand même. Alors, le conducteur de camion qui arrive, là, sur la route. Il y a Sally devant. Ouais. T'as le conducteur de camion, il voit le mec à la tronçonneuse. Tu vois, tu te dis... il remonte dans le camion, tu te dis, c'est bon. Il va ramener Sally dans le camion. Hop, il démarre le camion. Hop, il se barre. Non, le mec, il sort de l'autre côté. J'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais il faut pas être idiot, moyon, monsieur. Faut pas être idiot. Il y a des petites brides comme ça où je me dis, mais attends, mais... c'est un peu con, tu vois. Mais c'est con mignonné. Tu vois, je me suis dit, ok, ça rajoute quand même un peu de tension, mais je me suis dit, quand même. Mais c'est pour rajouter encore un petit peu plus, tu vois. C'est ça que j'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de cette fin, même si t'en as déjà un petit peu parlé, qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu quand même de cette fin? De toute fin ou on parle aussi du repas? Oui, voilà, du repas et de la fin, voilà, de tout dans son ensemble, hein, parce que c'est vraiment le cœur du film, je pense, pour pas mal de gens à ce niveau-là. Déjà, je voulais revenir sur ta comparaison avec Ben Hill, je la trouve assez vraie en fait, et je pense que c'est justement cet aspect comique que voulait mettre Tobe Hooper. Parce que quand j'avais revu le film, en fait, ça me surprenait même. À un moment, t'as le grand méchant là, avec sa tronçonneuse Leatherface qui poursuit du coup Sally et qui se trompe à un moment de direction. Oui. Et en fait, ça, je me dis, typiquement, en fait, c'est peut-être cet aspect comique qu'il voulait mettre. Et en fait, le film est tellement particulier que tu sais pas du coup si c'est voulu et que tu fous en rire. Est-ce que vraiment... Et c'est tout ce décalage, en fait, moi, qui me rend le film assez passionnant. D'un côté, j'ai envie de sourire parce que je me dis, c'est un peu débile et tout, mais en même temps, je me fais poursuivre par un mec comme ça, j'ai bien envie qu'il se trompe un petit peu de direction aussi. Ouais, voilà. Et je me dis, en fait, ouais, toutes ces parties-là, je la trouve peut-être un peu comique aussi, et je me demande si c'est pas voulu, en fait. Il y a aussi, justement, et je pense que ça peut accentuer cet effet comique, c'est quand le gars à la tronçonneuse, il arrive, Sally re-rentre dans la maison, et elle monte à l'étage, et t'as le mec à la tronçonneuse qui arrive, la porte est ouverte, hein. Mais lui, il décide de mettre des coups de tronçonneuse dans sa porte. Ça, il se dit pas, je vais ouvrir la porte. Alors que 20 minutes plus tôt, il a ouvert la porte tout à fait normalement, tu vois, sans mettre des coups de tronçonneuse. Bon, là, il se dit, oh non, je vais mettre des coups de tronçonneuse, on va prendre leur temps. On va prendre mon temps. Je vais prendre mon temps. Le temps qu'elle fasse un petit tour là, dans la chambre de Pépé. Et puis voilà, quoi, c'est des petits moments comme ça où tu te dis, il y a deux visions, j'ai l'impression, qui étaient assez séparées. Il y a une partie où t'as vraiment Tobe Hooper qui voulait vraiment faire un peu de la comédie horrifique,
et de l'autre, ce qu'on lui a proposé et de lui dire, bah non, faut faire un slasher assez sérieux et tout. Il s'est dit, je vais faire un peu des deux. Au final, ça peut, Ouais, je pense que- ça peut expliquer aussi, parce qu'il y a quand même des parties, voilà, assez nanar, assez, tu te dis un peu conne, hein, j'ai envie de dire, mais qui, fait un peu le charme du film un petit peu. Mais bon, moi, ça m'a un petit peu dérangé parce que justement, cette balance-là entre comique et horreur, moi, je l'ai pas trouvé si bien balancé que ça, et ce qui fait que, du coup, tu passes du coq à l'âne directement, et tu fais... C'est pas clair, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pas clair vraiment, et tu te dis, mais en fait, où est-ce que le film m'amène, en fait? Quelle direction il veut m'amener? On n'a pas vraiment une idée claire des choses, de comment elle veut ramener. Parce que le début du film, on sent cet aspect anxiogène un petit peu. Là, on se dit que c'est intéressant. Puis on part sur un truc plus léger, plus comique, même si on a du slasher. Et ensuite, on repart sur vraiment la fin, assez très froide, très psychologique. Et là, là c'est un festival pour le coup. Mais voilà. Bon, je vais te laisser quand même parler de la scène du dîner et de la toute fin quand même. Bah oui, du coup, pour revenir à ce fameux dîner, donc qui vraiment met d'accord tout le monde, je pense, sur cet aspect-là. Mhm. Et en fait, je trouve ça assez impactant aussi par le fait que tout ce que ça raconte sur ce pays à ce moment-là, en fait, où t'as l'industrialisation qui a commencé. Donc en fait, ce qu'on peut le dire, donc c'est une espèce de famille un peu de redneck du Texas, où t'as donc un espèce de grand-père mourant qui a connu les gloires de son abattoir. On suppose qu'il a travaillé dans un espèce d'abattoir à côté dont l'un des enfants ou des petits-enfants a parlé avant, où dans cet abattoir, il trouvait que la méthode la plus efficace pour tuer le bétail, c'était un coup de marteau. Et forcément, c'est une phrase dite dès le début du film, et qui va résonner tout au long du film. La première victime de Leatherface, c'est un coup de marteau direct dans la tête, et donc à la fin, c'est un espèce de sacrifice où les petits-enfants donnent le marteau au grand-père pour lui rappeler un peu sa gloire d'antan, et il va essayer de donner des coups de marteau à la pauvre Sally. Forcément, il est un peu mourant, donc il a du mal. Et donc c'est là d'où se crée le malaise, parce qu'en fait, on se dit, c'est une famille qui, à une certaine époque, était peut-être, entre guillemets, un peu plus normale. Il y a tout cet aspect... En fait, pour eux, tout est normal de leur côté. Et c'est ça, pour moi, qui me fascine aussi, c'est d'un coup, tout se renverse, et c'est l'une des premières fois, surtout à cette époque-là, où tu vois des espèces de méchants de films, on va dire, très proches du réel. Tu dis, eux, ils peuvent exister, ils ont peut-être même existé. Ce qui renforce vraiment cet aspect tout horrifique du film. T'as notamment d'ailleurs Leatherface, donc qui cache son visage tout le long, qui est un peu développé comme un espèce d'enfant particulier qui a pas trop grandi. Il se comporte comme un bébé, il pousse que des cris, il pleure presque par moments, tu sais pas trop en fait. Il est très maladroit, il se fait rabaisser par tous les membres de sa famille, et qui du coup dans ce repas familial, pour se faire beau, lui il porte un masque peau d'une ancienne victime, et il a maquille pour paraître un peu plus normal. Et il y a tout cet aspect en fait normalité dans l'horreur qui moi me fait un peu frémir. Et comme tu l'as dit, en plus, il y a tout ce calvaire à la fin avec ces coups de marteau qui n'en finissent plus, où tu te dis, en fait, t'as juste envie que ce soit l'un des fils qui prenne le marteau et qui achève la pauvre Sally, qu'on en finisse, quoi, parce que elle est vraiment réduite à du bétail. Et pareil, là, la mise en scène accentue ça avec des plans hyper approchés sur son visage, sur ses yeux, sur sa bouche, sur le haut de son crâne, où vraiment, tu te dis, ça y est, là, c'est le bétail originel. Elle devient juste un animal, elle pousse des cris, c'est son seul moyen de montrer qu'elle est encore vivante. Et ça, pendant 10 minutes, c'est assez insoutenable, et c'est l'une des rares séquences vraiment où j'ai du mal à la regarder encore. Et pourtant, j'en ai vu des films d'horreur, mais celle-là, je trouve qu'elle marche toujours, parce que il y a un côté hyper malsain en fait dans ces personnages-là. T'en as un, donc le pompiste, dans son sourire, l'autre, le fils avec sa tache sur le côté du visage, pareil. Enfin, je sais pas, il y a un truc chelou avec eux qui moi me perturbe en fait. Oui, c'est assez, c'est très malsain dans la façon dont c'est présenté. Ouais. Hein. Moi aussi, ça m'a fait cet effet-là. Hein. Vraiment, ce trio-là de la famille, tu sens vraiment, voilà, ils sont pas très clairs, ils sont pas très nets, tu vois, dans leur tête. Ouais. Et c'est ça qui accentue justement la beauté un peu de cette fin-là. Mais et qu'est-ce que t'en penses ensuite de cette course-poursuite-là qui survient justement après cette scène du dîner? Est-ce que tu la trouves aussi bien ou même meilleure que la scène du dîner, ou est-ce que vraiment la scène du dîner est le pic un peu du film? Non, la scène du dîner reste pour moi le pic. Je trouve que justement, en fait, au moment où elle sort un peu d'ailleurs comme Terminator se jette par la fenêtre. Ça, c'est assez. Je pense que pareil, c'est un peu l'effet comique qu'il voulait, cette espèce de respiration de elle sort, elle court, et en fait, même si
tu vois qu'il la rattrape, tu te dis bon là il y a peut-être un échappatoire quoi. Et c'est la première fois dans le film où tu te dis bah elle va peut-être s'en sortir quoi finalement. Et après je te rejoins tu vois sur le camionneur qui arrive, qui s'arrête, qui se barre. Ça vraiment je pense que c'est l'aspect comique un peu du film qui revient et même s'il est peut-être un peu moins bien équilibré par rapport au reste, ça m'a pas trop dérangé sachant que pour moi, ce qui suit après est peut-être l'un des plus beaux plans du cinéma horrifique et parmi les plus beaux plans que j'ai vus du cinéma tout court, de Leatherface qui agite sa tronçonneuse avec ce soleil qui se couche. Je crois qu'il se couche. Non, qui se lève. Non, il se lève, le soleil. Oui, il se lève. Bah oui, il se lève, du coup. Et donc lui qui fait une espèce presque de danse macabre, assez traumatisante, avec le bruit de la tronçonneuse qui s'arrête jamais jusqu'à la fin enfin, jusqu'à ce que le générique apparaisse, quoi. Et ça, pour moi, c'est hyper impactant, et ça reste une image très forte qui a su transcender le film, et c'est pas pour rien que ça devient une image assez iconique dans le cinéma d'horreur, je pense. Hein. Ah oui, c'est très culte, c'est iconique, hein, voire même du cinéma, pour moi tout court, hein, c'est même pas que du cinéma horrifique. Parce que vraiment, quand tu vois ce plan-là qu'il arrive, où il fait, moi j'appelle ça le tourbillon, il fait un peu le tourbillon avec sa tronçonneuse, pouah, tu sens vraiment toute l'énergie, toute la rage qu'il a au fond de lui d'avoir manqué sa proie, en fait, tout simplement. Il y a ce goût vraiment là d'inachevé. Tu vois Sally aussi complètement péter un plomb aussi dans le plan juste après, où elle part et elle fait une crise de nerfs, hein, tout simplement, enfin, où tous les nerfs sont relâchés, parce qu'elle est sortie de ce calvaire, de cet enfer. Mais après, quand tu vois voilà, cette danse-là complètement macabre, complètement racheuse, c'est magnifique. Et voilà, accentué aussi, comme je l'ai dit, par la photo qui est là pour le coup. Enfin, vraiment fait aussi tout le plan, tout le film avec et la caméra qui justement fait qui tourne avec lui en fait tout simplement. Wow. C'est trop fort, c'est trop bien et vraiment voilà, c'est quand même quelque chose dont on se souviendra encore dans 50 ans facile, quoi. Il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est aussi peut-être grâce à cette image-là aussi que Massacre à la tronçonneuse est aussi culte et aussi adoubé aujourd'hui, parce qu'elle représente assez bien ce que comment iconiser aussi un méchant par la même occasion à travers ce plan aussi. Voilà, c'est aussi l'iconisation d'un méchant à travers un seul plan. Et c'est clair que là, c'est mission réussie, quoi. Et ça a ouvert la porte ensuite à plein d'autres films derrière de slashers qui vont arriver en maître dans les années 80, fin 70. Et c'est assez... bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, vraiment. C'est clair que voilà, c'est un peu l'apothéose, ce plan de fin de Tom Hooper. En tout cas, avec Leatherface. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce plan-là précis ou t'as fait un peu le tour? Bah, je pense que de toute façon le plan part de lui-même, il a parfois été copié, souvent parodié et jamais égalé. C'est vraiment le plan qui représente le plus ce film-là, peut-être même une époque de cinéma en fait, ce plan-là. Il a quelque chose de magique, hein, c'est d'indescriptible même, parce que c'est un simple plan du méchant qui tourbillonne avec sa tronçonneuse, qui vient de rater sa victime, et pourtant le plan se termine, la victime est sauvée, mais il y a un sentiment amer presque de se dire que c'est une fin presque triste en fait, ce qui se passe sous nos yeux. C'est assez particulier en fait de se dire que un film d'horreur avec une survivante se termine peut-être pas forcément si bien que ça en fait, grâce à ce plan-là. C'est pas triomphant. C'est ouais. Exactement le sentiment que j'ai eu. Merci de m'avoir fait d'en parler, mais c'est vrai que c'est pas du tout une fin triomphante. Ouais, c'est ça, tu dis pas, je suis heureux pour la fille en fait. Tu dis en fait c'est triste pour tout le monde. Ouais, tu vois le méchant, tu te dis bah en fait le méchant il peut continuer ses affaires, il peut faire, il peut continuer, tu vois, à faire ses trucs. Elle est peut-être sauve, mais on n'a pas vraiment cet aspect triomphant où elle a réussi à s'échapper. On l'a un tout petit peu, mais c'est vite passé au second plan avec justement ce plan-là où tu le vois tourner et c'est ce cut justement avec lui justement et non pas avec elle. Oui voilà, et puis même elle, tu vois, je trouve que les plans sur elle, t'as presque l'impression que c'est plus une personne en fait. Il y a un côté, elle a pété un câble quoi. Tu te dis, ça se trouve, qu'elle s'en remettra peut-être même jamais de ça. Elle est peut-être devenue folle en fait. Elle est peut-être devenue aussi folle que eux en fait au final. Bah c'est ça en fait. C'est ça aussi. Tout est déshumanisé, c'est plus que des espèces de monstres de cinéma quoi, mais plus vraiment des personnes. C'est clair que le film est culte. Grâce à sa fin, en tout cas, ça c'est sûr. Il n'y a pas à hésiter, vraiment. Les 20 dernières minutes, vraiment, de Massacre à la tronçonneuse font le film, pour moi, quasiment dans son intégralité. C'est une pépite
de bout en bout. Donc allez voir ce film, hein, déjà, même si bon, voilà, on a quand même à peu près dit quand même toute la scène. On vous a donné de toute façon les alertes spoilers, mais voilà, c'est vrai que la fin est quand même quelque chose d'assez folle en tout cas, et dont je pense elle ne sera jamais oubliée dans l'histoire du cinéma, parce que c'est vraiment quelque chose. Je m'attendais pas à ça, quoi. Vraiment, j'avais vraiment peur, hein, parce que quand j'étais, voilà, comme je l'ai dit en plein milieu du film, je me suis dit mais en fait, qu'est-ce qu'elle a de bien, quoi. J'étais vraiment en mode au début, mais en fait, mais qu'est-ce que je regarde en fait. Je me dis ouais, ok, bon. Heureusement, merci d'avoir fait ces 20 dernières minutes, parce que ça a enjolivé un petit peu mon appréciation finale, mais c'est clair que voilà, la fin est vraiment excellente, comme je l'ai dit, ou comme on l'a pas arrêté de le dire de toute façon. Ouais. Mais voilà, j'ai pas d'autre chose à dire que quoi, c'est une fin que je dirais presque parfaite. Voilà, comme je dis, il y a 2-3 petits boutouilles quand même, mais moi je la trouve quand même vraiment excellente. Pour le coup, je pense que pour toi, c'est quand même. Elle est parfaite. Voilà, elle est parfaite. Pour toi, elle est parfaite. Pour moi, elle est presque parfaite. Voilà, avec les 2-3 micro détails, mais voilà, c'est pas grand chose, mais vraiment, c'est une fin, voilà, qui est à faire et à refaire dans les films d'horreur, et j'aimerais bien voir ça dans plus de films d'horreur aujourd'hui. Voilà, bon. Et bah, je trouve que. Juste pour dire que je trouve que cette fin-là, donc, qui n'a jamais été égalée au cinéma, Ah, tu pèses les mots. Qu'elle a été par contre assez bien retranscrit dans un jeu vidéo. Ah. Voilà. Et quel jeu vidéo? Alors un jeu en plus assez connu quand même. Mais je trouve que donc ces 20 fin dernières minutes, si vous avez joué à Resident Evil 7, notamment la première partie dans la maison, c'est vraiment dans l'esprit de Massacre à la tronçonneuse, qui reprend même donc, cette espèce de repas familial avec des gens un peu bizarres, et notamment là dans le Resident Evil, c'est une vieille dame en fauteuil roulant qui a l'air morte, mais qui ne l'est évidemment pas. Et là, c'est peut-être la seule fois où j'ai vraiment retrouvé ce sentiment de malaise. Alors en plus, les jeux vidéo, pour le coup, me font bien flipper parce que t'es actif, donc là, tout ce qui se passe dans cette maison-là, si vous avez fait le jeu, je pense que vous savez de quoi je parle, ça fait extrêmement flipper. Et ben voilà, si vous avez aimé jouer à Resident Evil 7, je pense que vous pouvez aller foncer sur Massacre à la tronçonneuse. C'est en fait tout vient du film. Voilà. Ou inversement, ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse jouer à Resident Evil 7. Ou inversement, voilà, si vous voulez continuer à vous faire bien flipper, retrouver ce sentiment de malaise, jouez aux 2 premières heures de Resident Evil 7, parce que après ça se gâte un petit peu, mais les 2 premières heures sont assez exceptionnelles, et pour moi sont presque au niveau de Massacre à la tronçonneuse. Bah voilà, on vous donne des petites recommandations plus, ça fait plaisir, merci Ausculte pour ça. Est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais discuter du film, ou est-ce pour toi on a fait un peu le tour? Après, je pense qu'on a quand même fait un peu le tour. C'est compliqué vraiment de parler en détail de ce film, parce que ça reste donc un classique, un chef-d'œuvre, ça reste quand même un petit film d'1h20 qui s'est fait dépasser par ces dernières minutes qui l'ont rendu aussi célèbre, et tout ce qui s'est passé autour, avec notamment les interdictions. Je vous dirais que si jamais vous n'avez pas vu Massacre à la tronçonneuse, n'y allez pas forcément pour vous faire peur, n'y allez pas forcément pour voir un film qui va vous marquer comme il m'a marqué moi, parce que je pense que c'est compliqué d'être marqué par ce film-là quand on le voit avec des yeux un peu plus avertis, comme par exemple peut-être les tiens, où tu vois tout de suite beaucoup plus les défauts, et peut-être aussi parce que le film a tellement été copié que quand tu le vois, tu dis finalement il a rien de plus original que ce que j'ai vu avant, parce que tout ce que j'ai vu avant, ça vient de là de toute façon à la base, donc peut-être que ça marche moins bien aussi. En fait, il y a pas mal de points justement sur le fait où voilà, j'ai vu aussi pas mal d'autres films d'horreur avant que je trouve meilleurs au final et en tout point à Massacre à la tronçonneuse, même si je reconnais évidemment voilà que c'est le tout premier en fait qu'il a fait. Enfin, c'est le tout premier qui a créé justement toutes ces autres œuvres, mais que je trouve justement n'est pas complet dans son œuvre en intégralité malheureusement. Et ce qui est dommage malgré la tonne de choses qu'il a inventées dans ce film, fort heureusement quoi, pour le cinéma d'horreur. Il a inventé un nombre incalculable de choses qui ont été reprises derrière et qui ont, pour moi, été améliorées dans d'autres films que j'ai cités. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Evil Dead. En termes de fin parfaite, The Thing. Donc, je donne un petit peu ce que je pense. Voilà. Pour moi, la fin parfaite d'un film d'horreur, c'est The Thing. Ouais, c'est parfait aussi, on peut dire. Voilà, tu vois, on peut se rejoindre là-dessus, mais c'est vrai que Massacre à la tronçonneuse est en fait plus que ça, en fait, et plus qu'un film. C'est vraiment une institution sur des films d'horreur. Donc, dans tous les cas, ça peut pas être un mauvais film.
dans tous les cas, c'est pas possible. Ça peut pas être un mauvais film. Déjà, toute l'aura qu'elle a, tout ce qu'elle a insufflé comme idée derrière pour le cinéma horrifique, le slasher, etc., même s'ils ont peut-être été faits en mieux, c'est quand même lui qui les a inventés. Donc déjà, c'est quand même quelque chose qu'il faut déjà rendre comme lettre de noblesse à Tobe Hooper, déjà. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je conclurai mon analyse, un petit peu mon avis sur ce film. Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que pour la plupart des gens qui le découvriront en 2025, ça sera peut-être pas la claque comme ça a pu l'être pour les personnes qui l'ont découvert à l'époque ou si vous l'avez vu trop jeune par rapport à ce que vous auriez dû le voir. Mais ça reste un objet d'étude assez passionnant, fascinant. Et en fait, si vous vous intéressez un peu au cinéma, et notamment au cinéma d'horreur ou au cinéma américain, ça reste un film absolument à voir, un classique. Et même si vous l'apprécierez peut-être pas dans sa globalité, vous trouverez des choses qui vous passionneront. Et ça reste quand même une pierre angulaire du cinéma horrifique. Voilà, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Maintenant, on va quand même passer au jeu. Et oui, il y a des petites questions. Alors, pour cet épisode, ce sera des petites anecdotes qu'on n'a pas parlé. On a un petit peu parlé de la censure, un petit peu du film. Alors, certes, la censure du film dans les années 70. Alors bon, quand on le voit aujourd'hui en 2025, on se dit, bon, censurer plus de 20 ans le film en France... c'est sévère quand même de censurer plus de 20 ans le film, alors qu'après dans les années 2000 quand t'as des sauts qui sortent mais qui ne sont pas censurés, bon, tu peux te poser la question quoi. Parce que bon, Massacre à la tronçonneuse, quand tu le vois en 2025, c'est pas si violent comparé à ce que... Non mais pas du tout, d'ailleurs on l'a pas trop dit, mais le film est presque pas gore. Non, quasiment pas. Je pense que la partie la plus gore, c'est littéralement le coup de marteau sur la tête de Sally. Pour moi, dans le film. C'est ça, et encore, il est pas filmé en gros plan, tu vois du sang sur son visage, mais... Voilà, mais pour l'époque, pour le contexte de l'époque, ça n'a jamais été vu, quoi. C'est aussi ça. C'est aussi ça aussi qui fait que le film est assez important, parce qu'il a... Il a débridé en quelque sorte un petit peu ce que peut proposer les films d'horreur, et que voilà, les mœurs de l'époque n'étaient pas du tout les mêmes, et qu'en 74, ça c'était considéré, ça c'était le plus haut niveau de violence, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a des films de super-héros qui sont déconseillés au moins de 18 ans, quoi. Oui, avec des petits démembrements par-ci par-là tout le temps, quoi, et ça pose zéro problème, quoi. Donc c'est aussi voir aussi l'évolution un petit peu de ce qu'est la censure en quelque sorte, et du niveau de violence qui était toléré à l'époque au cinéma. Donc c'est aussi ça. Voilà, c'est un dernier petit point que je voulais en parler, mais ça c'est pas la question. Les autres questions que je vais poser, on va commencer par celle-ci. Moi je vais commencer par celle-là. Voilà, j'ai regardé mes questions, mais on va commencer par celle-ci. C'est le titre du film. Alors Massacre à la tronçonneuse ou The Texas Chainsaw Massacre aurait pu avoir un tout autre nom de film. Est-ce que tu sais quel nom de film il aurait pu avoir ? Alors ça me dit quelque chose, j'avoue, je saurais pas, là je saurais plus le dire, mais je crois que je l'avais déjà vu un moment, mais non là je l'aurais pas. Eh ben c'est tout simplement Leatherface, tout simplement qu'il aurait pu avoir comme nom, mais pas que, il a un autre nom qu'il aurait pu avoir, et là par contre c'est très très drôle. The Texas Chainsaw Massacre aurait pu être comme titre à la place The Head Cheese. La tête de fromage. La tête de fromage. Le fameux film d'horreur extrêmement culte, La tête de sauvage, La tête de fromage. Et ben heureusement. Après, si vous voyez le film, ça a du sens quand même. Il y a du sens, mais bon. Il y a du sens. Ça sort pas de nulle part non plus, mais... Est-ce que ça aurait été attractif pour les personnes ? On va aller voir Head Cheese au cinéma. De fromage. Bah surtout si c'était traduit en français, quoi. Parce que, si on n'avait pas Massacre à la tronçonneuse, mais qu'on avait La tête de fromage en français. Ouais, non, c'est en fait... Oh là 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 là. Ça serait pas... Massacre à la tronçonneuse, c'est un titre parfait de film d'horreur. C'est vrai que pour le coup, c'est une belle traduction d'un titre en anglais. Massacre à la tronçonneuse, voilà, simple, efficace. On comprend très bien ce que c'est. C'est exactement ce qui se passe dans le film. Donc voilà. Même si j'aime beaucoup le titre en anglais, mais c'est vrai que Massacre à la tronçonneuse, voilà. Le titre en anglais rajoute quelque chose de très américain, et je pense que ça a aussi participé au succès là-bas. Voilà, mais c'est clair que Massacre à la tronçonneuse, simple, sobre, efficace, c'est très bien, au lieu de Head Cheese, on rappelle. Cheese, ouais. Leatherface aurait pu marcher aussi, je pense. C'est le nom du méchant, en quelque sorte. Donc, il y a une des suites qui porte ce nom-là. Ah, il y a une des suites. Alors, je suis pas très calé à ce niveau-là. D'accord, voilà. Au final, voilà, ça existe. Ils ont pas perdu le fil.
Voilà, en tout cas, Leatherface, ça m'étonne guère hein, que il y a plein de films d'horreur de toute façon qui reprennent le nom du méchant. Oui, voilà. Donc voilà. La deuxième question, là, on va se concentrer un petit peu plus sur Leatherface. Il s'est inspiré d'un véritable tueur en série américain. Est-ce que tu as le nom de ce tueur en série là? J'ai le nom. Ah. C'est Ed Gein. Eh oui, et ça c'est beau ça. C'est très Oui. très beau. En effet, Oui. c'est Ed Gein. Mais est-ce que tu pourrais me citer d'autres personnages de fiction, d'horreur, qui ont été inspirés par Ed Gein? Et j'ai le plus connu, on va dire, peut-être même l'original, c'est Norman Bates dans Psychose notamment. Oui, tout à fait. Norman Bates dans Psychose, voilà, a été aussi adapté. Enfin, a été inspiré aussi par ce tueur en série là, Ed Gein, Ouais. mais pas que. Il y en a un deuxième. Alors il y en a un deuxième, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ce serait pas Mac Myers? Non, ce n'est pas Mac Myers, non. Qui ça peut Euh, être? Ah, Qui ça peut être? Alors attends. Ah, peut-être si. Parce que du coup, bon, Ed Gein, de ce que j'ai pas trop vu sa vie, hein, mais apparemment il avait l'air assez spécial. Et je crois qu'il se maquillait un petit peu avec des bouts de peau de ses victimes, des trucs comme ça. mhm. Et je me demande s'il n'a pas inspiré l'un des tueurs dans Le Silence des Agneaux. C'est tout à fait ça. C'est le Buffalo Buffalo. Bill. Le Buffalo Ouais, c'est ça. Bill du Silence Exactement. des Agneaux. Bravo. Félicitations. Alors ça, c'est très beau. Très beau de Ah, les merci. avoir trouvés. Donc oui, il a inspiré quand même 3 icônes du Oui. cinéma d'horreur. hein. Ah. Ed Gein, bravo à lui. Bon. Enfin, merci à lui. Bravo à lui, oui. Merci à lui, bon. Oui. Pas merci à lui pour être un tueur en série, mais merci à lui d'avoir été une source d'influence pour des personnages fictifs, justement, tels que Norman Bates, Leatherface et Buffalo Bill. C'est quand même assez fort hein, d'avoir inspiré. Je sais même pas si un personnage comme ça de la vie réelle a inspiré autant de personnages dans le cinéma. Je sais, là, Je pourrais pas te dire, je pense pas. Hein. Là, c'est une question qui est très bonne à poser, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous le savez. Si vous avez une autre personne, enfin une autre Un tueur en série. voilà, un tueur en série ou tout autre, hein, une autre personne qui aurait influencé voilà, le monde du cinéma de son empreinte et qui aurait créé des personnages tout aussi iconiques que ces 3 personnes qu'on a citées dans d'autres genres ou même dans le genre horrifique. Mais c'est vrai que une personne pour inspirer autant, c'est fort. Hein. C'est très très fort, mais ça montre aussi un petit peu ce qu'était le personnage de Ed Gein. Hein. Il a dû bien marquer les Américains pour qu'il soit repris sans jamais être nommé d'ailleurs, hein, parce que à chaque fois c'est sur d'autres personnages qui portent pas du tout le même nom que lui. C'est vrai. Il n'a jamais été crédité. Je pense pas que c'était une bonne chose de le créditer, mais c'est clair que voilà, il a quand même sacrément inspiré des personnages qui sont devenus cultes. Bon, aussi parce que par des réalisateurs de renom, hein, aussi. Voilà. Mais on parle quand même de grands réalisateurs. Hein. On parle d'un petit Hitchcock, quoi. Bon, c'est pas. Entre autres, ouais. Entre autres, voilà, il y a pire, il y a pire comme, il y a pire comme nom, quoi. On va dire. Et puis Psychose de Hitchcock, quoi. Pas non plus le plus mineur des films, quoi. Voilà, c'est pas du tout un film qui est reconnu comme un des plus grands films et un des plus inspirants de tous les temps. Oui, de tous les temps. Pas du tout. Non plus. Pas du tout. À peine. Voilà, on dit ça, on dit pas grand chose. Hein. Même Le Silence des Agneaux, c'est un très très grand film hein, par un réalisateur quand même un peu plus mineur, hein, Jonathan Demme, mais qui a quand même fait des super films hein, d'ailleurs. Oui. Le Silence des Agneaux, Philadelphia. Voilà. Et Le Silence des Agneaux, voilà, c'est quand même. Ça se pose là aussi, quoi. Donc voilà, il faut quand même se poser là. Donc voilà, ce sera tout pour moi, pour ces questions-là. Ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dernière petite question, tranquillement avant de nous quitter. Est-ce que tu as des produits dérivés en lien avec ce film? À part, bien sûr, le DVD que tu as vu, bien sûr, du film. Est-ce qu'à part ça, tu as d'autres produits dérivés? Alors, sur moi, non. Malheureusement. Alors, faudrait que je le retrouve parce que... Enfin, faudrait que je le retrouve. Mais je sais qu'il y a un livre apparemment extraordinaire sur le film, mais qui est malheureusement en rupture de stock depuis très longtemps. Donc, si vous l'avez et que vous ne voulez plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein, je l'achèterai volontiers.
Je sais plus comment il s'appelle, mais je Ah, crois qu'il est assez introuvable. c'est justement le nom que je voulais savoir. Quel était le nom de ce livre, mais Ouais, je crois que c'est Massacre à la tronçonneuse, le livre de Julien Cévéon. voilà. Voilà, il a genre plus de 60 € sur eBay, enfin, voire plus. Là, je vois, il est à 600 € sur le Bon Coin. Enfin, voilà, si jamais il y a des éditeurs de livres nous écoutent Petit par la appel. plus grande des hasards, Voilà, n'hésitez pas à le rééditer. Hein. petit appel à l'aide, bien sûr. Voilà, Exactement. c'est pour Oscult quand même. Faites-lui cet honneur. Faites-lui un petit cadeau. Voilà, Mais remettez ce après, livre en circulation, s'il vous plaît. ah oui, Voilà. par pitié. Mais en fait, Massacre à la tronçonneuse, c'est devenu culte, c'est même une franchise maintenant, mais j'ai l'impression que c'est pas une franchise qui a été beaucoup déclinée en produits dérivés. Enfin, ça doit exister des figurines du personnage et autres, mais j'ai l'impression qu'il a un peu échappé quand même à tout Peut-être cet aspect-là. qu'il a été mis au second plan avec d'autres figures aussi d'horreur qui ont pris la relève après des Mike Myers par exemple, Oui. des Freddy Peut-être Krueger, parce voilà que- par exemple qui ont Ouais. peut-être plus pris le devant de la scène que Leatherface par exemple. Bah, le truc, c'est que Massacre à la tronçonneuse, il y a, je sais plus, 4, 5, 6 films peut-être maintenant. Et en fait, il y a que le premier qui est vraiment bien, donc ça doit pas aider non plus. Enfin, il y a eu un film en 74 qui était très bien. Les autres, soit les gens l'ont pas vu, et s'ils l'ont vu, n'ont pas trouvé ça terrible, donc peut-être que ça aide pas non plus à créer d'autres produits dérivés. Tiens, en parlant des films Massacre à la tronçonneuse, est-ce que tu les as tous vus aussi ces films? J'ai vu le 2, qui est Mhm. réalisé par Tobe Hooper, qui est là pour le coup, il s'est dit je vais vraiment faire un film comique vu que les gens ont pas trouvé ça très drôle le premier, et qui est pas terrible, mais qui est vraiment très drôle, donc je le conseille quand même. Mhm. J'ai vu le remake de 2003, qui est pour le coup pas trop mal non plus, mais c'est un peu dans la même veine que le remake de. Il a fait aussi un Vendredi 13, donc c'est vraiment le truc. C'est le même film, juste en plus violent. Donc, Ok, il y a un peu plus ça de rend un gore, il y a un peu- peu plus de sang, c'est Voilà, un peu plus archétypé slasher, bien c'est gore. ça. Mhm. Voilà, mais plutôt bien foutu, donc voilà, pour les jeunes, c'est assez sympa de voir ça pour une soirée Halloween. Mais sinon, après, j'ai vu le prequel Leatherface, c'est irregardable. Je pense que le film s'est fait charcuter au montage tellement rien n'a de sens. Et puis il y a un autre Massacre à la tronçonneuse, je sais plus. Enfin, si, voilà, le dernier qui était sorti sur Netflix, pareil, c'est assez infâme. Et ça, voilà, ils ont voulu surfer un peu sur le côté Scream 2.0 en faisant de Leatherface. Pas un super-héros, mais presque quoi, une figure fantastique, ce qui n'est pas du tout à la base, qui est justement ce qui est intéressant avec lui de base. Et non, le film Netflix de 2022, je crois, c'est assez honteux. Donc en fait, à part le premier, les autres aussi entre le sympa, fun et le vraiment mauvais. Donc compliqué. Voilà, tout est dit, voilà. Je l'ai bien vendu, je crois. Ça a été bien assez vendu, je pense que les personnes vont aller Ouais. voir ces films après ce podcast. Ouais. En tout cas. Donc en tout cas, merci beaucoup Sculpt d'avoir accepté mon invitation. En tout cas, j'ai adoré cet épisode. Il y a eu beaucoup de petites choses qui ont été dites. Et vraiment, j'ai bien aimé notre petite interaction. En tout cas, j'ai pris du plaisir à parler de Massacre à la tronçonneuse, même si c'est un film qui malheureusement ne m'a pas transcendé, même si, comme je l'ai dit dans le podcast, mais qui quand même est vraiment sympa. Et bien sûr, pour l'histoire du cinéma, est un film à voir absolument. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais en tout cas, c'était intéressant déjà que tu nous donnes ton point de vue. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits points, comme tu le dis, justement, grâce à toi, que je peux comprendre un peu mieux le film, notamment peut-être que cet aspect comique est peut-être venu du fait du réalisateur. Et du coup, ça me permet de mieux comprendre le film qu'avant le début de ce podcast, ce qui fait que je l'ai peut-être un peu plus apprécié grâce à toi. Et oui, et ça fait plaisir. Enfin quelqu'un qui, justement, on a un peu des avis différents et divergents un petit peu sur le film, et ça fait plaisir, voilà. Le but aussi du podcast, c'est ça, de comprendre aussi la vision de pourquoi ce film peut être aussi bien, quoi. Et c'est vrai que je peux comprendre un petit peu mieux maintenant sa saveur, son cachet, pourquoi il a été fait comme ça, tu vois. Et en tout cas, merci au Sculpt pour ça. Bah, merci à toi. Écoute, c'était un plaisir d'échanger comme ça. Justement aussi d'avoir un point de vue de quelqu'un qui le voit en 2025 pour la première fois, pas forcément fan d'horreur en plus. Donc c'était assez intéressant d'échanger là-dessus et de voir en fait ce qui pouvait te rebuter sur le film, notamment son ton. Et donc c'était assez intéressant, je trouve, pour moi aussi de le défendre un petit peu et de voir que
qu'on en ressort quand même des choses assez passionnantes tous les deux, même si on l'aime à des degrés différents. Voilà. Mais Ça, pour le coup, c'était vraiment très plaisant. on l'aime à des degrés différents, mais on l'aime. C'est déjà le principal. Voilà. On est d'accord là-dessus. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. On peut te retrouver, bien sûr, sur Instagram, bien sûr, Oui. sur le nom d'Ausculte, ça ne change pas, où tu nous fais des belles petites reviews sous un format aux petits oignons, petit format journal. Moi, j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir, bien sûr. Et de mon côté, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Des critiques, des analyses. Bon, j'en fais un petit peu moins en ce moment, mais je fais beaucoup plus de réels, de vidéos. Je réponds à pas mal de questions. Là, à l'heure où on enregistre ce podcast, j'ai sorti 3 vidéos sur les pronostics des Césars 2025, donc allez voir. Et aussi, allez voir aussi la vidéo de Vincent Melville, où on retrouve notre cher Ausculte qui nous donne aussi ses pronostics, en tout cas à l'heure actuelle, des courts-métrages. Voilà, courts-métrages et bientôt du reste de la compétition. Voilà. Donc vous aurez les liens de toute façon dans la description. Si j'oublie pas, mais normalement je n'oublierai pas. Voilà. J'espère bien ne pas oublier, mais sinon je me ferai taper sur les doigts. Et j'ai pas envie. Et j'ai pas... Voilà, il a reviendra à la tronçonneuse et vous n'aurez plus de podcast, malheureusement. Donc j'ai intérêt à faire mon travail. En tout cas, vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute, sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien sûr YouTube. Vous pouvez laisser une note, un j'aime, un like. Voilà, vous abonner sur YouTube si vous avez envie, de laisser un commentaire. Sur Spotify, de laisser un commentaire, de le noter, c'est très important. De le faire pour me soutenir ou dire aussi ce que vous en pensez de ce podcast, s'il est bien ou pas, etc. Ça fait toujours plaisir. Je sais que les gens aiment bien ce que je fais comme contenu, donc moi ça me fait plaisir. En tout cas, je lis vos messages et c'est assez cool en tout cas. Mais sur ce, moi je vous retrouve dans tous les cas dans 2 semaines, le dimanche comme d'habitude à midi. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.